Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de recevoir pour la première fois Monsieur Armin Arifi, auteur, journaliste au journal Le Point, un spécialiste, l'un des grands spécialistes du Moyen-Orient. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Et sachez-le, c'est la première fois qu'on va évoquer ce dossier d'une manière différente par rapport à ce qu'on a déjà évoqué sur un plan géopolitique, géostratégique. Mais cette fois-ci, c'est en relation bien entendu avec votre ouvrage qui va pas tarder de sortir, le 7 de ce mois-ci, le 7/02. Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique. Pourquoi ce livre et de quoi il s'agit réellement? Ben écoutez, en réalité, il faut savoir que j'étais correspondant pour la presse française donc en Iran il y a déjà 12 ans, c'est de 2005 à 2007, à l'époque du président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de journaliste, car je suis journaliste franco-iranien. Malheureusement, au bout de 2 ans, j'ai été contraint, en raison de ce que j'écrivais, donc contraint de quitter du pays par les autorités iraniennes, c'était en 2007. Et pendant 9 ans, je n'ai pas pu remettre les pieds en République islamique en raison de mon métier. Et c'est alors que je pensais ne pas pouvoir retourner en Iran avant peut-être un changement de régime qui arriverait un jour ou pas. J'ai un matin de février 2016, on m'a contacté depuis Téhéran. J'avais entrepris des démarches et on m'a demandé, on m'a annoncé justement que j'étais autorisé à revenir en République islamique pour exercer mon métier de journaliste. Excellente nouvelle. Et un printemps à Téhéran, pourquoi? Parce que en fait pendant 3 ans j'ai pu effectuer de nombreux allers-retours et même vivre sur place en République islamique au contact de la population iranienne, notamment de sa jeunesse. Et j'ai pu témoigner de ce qu'on a appelé ce printemps iranien, c'est-à-dire ce changement en cours en Iran depuis l'arrivée du président modéré Hassan Rouhani, la signature de l'accord sur le nucléaire et tout l'effort que ça avait suscité auprès de la population iranienne jusqu'au retrait en fait de cet accord par le président américain Donald Trump et l'établissement d'une nouvelle sanction contre l'Iran l'année dernière. C'est-à-dire à la fois cette immense vague d'espoir, d'ouverture de l'Iran, de retour de l'Iran sur la scène internationale et des changements petit à petit à l'intérieur suscités par la société et permises par les mollahs jusqu'au désespoir, la désillusion et la situation actuelle qui est quand même extrêmement délicate. Parce que, je vous cache pas la vérité, c'est un livre qui est très attendu. Il y a beaucoup de monde qui m'ont appelé depuis le jour où j'ai annoncé le communiqué comme quoi vous serez notre invité. Et il est très attendu dans tous les milieux. Quel éclairage, selon vous, que vous pouvez apporter pour le lecteur vivant à l'extérieur pour une meilleure compréhension de ce pays et ses enjeux qui sont nous? Écoutez, moi, ce qui est important pour moi, c'est de témoigner de la réalité de la vie en Iran. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de l'Iran, parler de l'Iran en bien, souvent en mal. Moi, c'était de donner la parole au peuple, à la population, et de raconter justement comment ils vivent. Parce que c'est vrai qu'on est toujours surpris du nombre de Français qui, d'un côté, ont peur de l'Iran, et de l'autre, quand ils s'y rendent, sont étonnés de voir un pays totalement différent de tout ce qu'ils peuvent en entendre, notamment dans les médias. Et alors ça, c'était une première chose. Deuxième chose, je voulais justement donner, comme je l'ai dit, donc la parole à la population iranienne, témoigner de sa vie au quotidien et se rendre compte que c'est quand même une population, à la différence peut-être de ceux qui les gouvernent, une population qui est très très éduquée, qui est très très ouverte sur le monde, ouverte sur l'Occident, où les femmes, en dépit de lois quand même assez rétrogrades, ont leur mot à dire grâce à leur persévérance. Par exemple, les Iraniennes sont majoritaires à l'université, c'est un exemple. Donc c'était pour moi intéressant de donner l'occasion aux lecteurs de se rendre sur place et donc de voir comment on vit véritablement en Iran. Ses bons côtés, mais également ses mauvais côtés. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on entend les touristes français qui reviennent d'Iran qui sont enchantés, je pense que c'est important de le dire, ça donne une autre vision. Maintenant, c'est vrai que sur place, la population
vit quand même je dirais des années difficiles en raison, de l'autoritarisme et du joug des mollahs, mais aussi des sanctions décidées notamment par les États-Unis. On pensait justement ce temps terminé avec l'arrivée de Barack Obama et la signature de l'accord sur le nucléaire, mais aujourd'hui avec Trump, c'est de nouveau le cas. Et même si officiellement ce n'est pas la population qui est visée, ce sont les Iraniens qui sont touchés en premier lieu. Donc c'était important justement de donner tous ces aspects-là et donner justement des clés de lecture aux lecteurs, mais sous forme, voilà, non pas d'essais géopolitiques, même si bien sûr la géopolitique est évoquée dans ce livre, c'est obligatoire quand on parle de l'Iran, mais c'était vraiment de parler de la vie, du quotidien surtout des Iraniens en République islamique, pour que le public français, francophone, se familiarise davantage justement avec cette population, et peut-être, pourquoi pas, sans pour autant, sans que je fasse bien sûr la promotion du régime iranien, mais décide d'y aller sur place, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi-même, ça me surprend toujours, il y a un grand nombre justement de mes amis, touristes, journalistes, diplomates ou simples personnes hommes d'affaires qui se rendent en Iran et en reviennent complètement enchantés. Et donc voilà, c'est vraiment une expérience iranienne. Quelques exemples, si vous le permettez, soit sur le plan femme, soit sur le plan jeune, soit sur le plan ouverture, hein, donc parce que. Écoutez, alors on a l'impression quand on va en Iran qu'on on va faire face à, je dirais, une société complètement fermée, très conservatrice. Sauf que quand il suffit de prendre un taxi collectif, il y en a de nombreux à Téhéran, on voit les gens parler ouvertement généralement de politique, critiquer et parfois même insulter le régime. Donc on constate une certaine quand même liberté de ton qu'on ne soupçonnait pas. Bien sûr, c'est une liberté de ton qui se limite à ces espaces-là. Ce n'est pas ce qu'on peut en voir ni dans la presse iranienne, ni encore moins à la télévision. Par ailleurs, par exemple, moi, je peux le dire, j'ai effectué en Iran officiellement, et ça fait 40 ans que ça dure, toutes les relations hommes-femmes sont proscrites avant le mariage, mais faire un tour en Iran pour voir que les interdits sont bravés au quotidien. Moi-même, ce que je raconte d'ailleurs en espace du livre, même si le livre ne traite pas que de ça, j'ai participé là-bas à des soirées qui n'ont rien à envier aux soirées parisiennes où les femmes justement arrivent en voile, retirent le voile, donc il y a une sorte de double vie une fois le palier de la porte franchi, et c'est vrai qu'on assiste justement à des scènes de fête, de joie, dont on n'a pas l'habitude de voir concernant l'Iran. Par ailleurs, oui, il suffit par exemple d'aller dans un campus étudiant là-bas sur place pour se rendre compte justement de cette jeunesse justement qui vit, qui est extrêmement politisée. Donc 40 ans de République islamique les a extrêmement politisés. Ce sont des gens justement qui n'ont pas vu l'époque du Shah et qui veulent du changement, qui veulent aller vers la réforme. Et on voit des débats, on voit une certaine justement liberté, une sorte de militantisme, mais dans le faible carcan qui leur est proposé par la République islamique. Donc on a en fait affaire à une société qui pousse pour aller de l'avant, qui pousse vers le changement et qui contraint d'une certaine manière les mollahs, les ayatollahs, donc à s'adapter derrière. C'est pas l'inverse. C'est qu'on a des pays justement où on a des dirigeants justement qui essaient de pousser la population vers le changement, vers l'ouverture. En Iran, c'est la population qui est bien en avance sur les ayatollahs et qui les tire vers le haut et les force d'une certaine manière à s'adapter. Donc, si j'ai bien compris, ces ayatollahs, comme vous le dites, ce sont pas des gens qui sont, j'ose dire, qui campent sur leur position. Néanmoins, ils cèdent. Est-ce que le fait de céder est dû juste à la population qui, avec la mondialisation bien sûr et avec l'ouverture au monde, ou bien à cette pression internationale qui s'exerçait avant le retrait américain des accords nucléaires? Écoutez, non, je pense que déjà en premier lieu, c'est la population qui tire les mollahs. On l'a vu par exemple en 2009 lors du mouvement vert contre la réélection d'Ahmadinejad, quand spontanément, alors que 99% des candidatures en Iran sont invalidées par un système qui s'appelle le Conseil des gardiens de la Constitution, donc à la présidentielle de 2009, 99% des candidatures avaient été filtrés. Malgré tout, il y avait donc quatre candidats qui étaient tous pour la République islamique. Malgré tout, les Iraniens, estimant avoir été lésés avec la disqualification avec la victoire, en tout cas la fraude
permis la victoire d'Ahmadinejad étaient sortis dans la rue. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette expérience justement de juin 2009, les Iraniens qui étaient sortis spontanément dans la rue malgré la pression, malgré la répression et malgré le risque, avaient énormément fait peur au régime, de sorte que lors des élections qui ont suivi, ils ne pouvaient plus se permettre de frauder, ou en tout cas frauder de cette manière. C'est un premier exemple. Par ailleurs, effectivement, il y a un débat concernant l'Iran, savoir celui de sanctionner ou non la République islamique. Est-ce que sanctionner les mollahs peut les forcer à plier? Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est plutôt dans l'ouverture et l'ouverture avec le monde que les Iraniens, en tout cas la population, est la plus en contact avec ses homologues de tous les autres pays, et du coup, ce qui dérange bien plus les parties les franges les plus conservatrices du pouvoir iranien. Pour ce qui est des sanctions, non, les sanctions, alors ça dépend, parce que il faut pas oublier que par exemple en 2012, une des raisons pour lesquelles il y a eu des négociations qui ont été menées en secret par les États-Unis et l'Iran après les années Ahmadinejad, c'était justement la pression, notamment la pression économique qui avait été exercée par les Américains et la communauté internationale via les sanctions. Donc, au bout d'un moment, le régime étant asphyxié, il n'avait d'autre choix que de lâcher du lest. Donc, il est vrai que les sanctions favorisent certaines franges conservatrices du pouvoir, mais les obligent aussi d'une certaine manière, en raison de la situation économique, à lâcher du lest. Maintenant, pour ce qui est justement de la population iranienne, moi, ce que j'ai vu, c'est que justement, à partir de 2015, elle aspirait à plus de contacts avec l'étranger, à plus de dialogue, à ce que les entreprises étrangères reviennent commercer en Iran, et donc reviennent au contact de la population iranienne. Ça, c'est quelque chose qui était extrêmement bien accueilli. Donc voilà, il n'y a pas de bonne, de mauvaise solution, mais moi je pense qu'effectivement, étant donné que la population iranienne est quand même extrêmement ouverte, elle n'est pas, au contraire de ses dirigeants campés sur ses positions, c'est le moins qu'on peut le dire, il faut établir un dialogue, et un dialogue, ce ne sont pas des sanctions. Il me reste deux questions qui concernent un petit peu votre domaine d'action, hein, donc surtout votre implication, surtout tout ce qui est en relation avec le Moyen-Orient. Il y a deux points qui m'interpellent récemment. Donc vous suivez l'actualité, bien sûr, cette escalade entre les États-Unis et la Russie, hein, donc pour la course à l'armement au jour au lendemain. Est-ce que cela signifiait qu'il y a des prochains frappes américains à l'Iran ou pas? Et est-ce que c'est un prétexte éventuel pour que les États-Unis, vu la pression d'Israël, hein, comme tout le monde le sait, de procéder à une frappe en Iran? Alors apparemment justement là-dessus, il est quand même intéressant de voir, il y a Donald Trump bien sûr, c'est lui qui prend les décisions en dernier lieu, et parfois de façon assez inconséquente, et de l'autre il y a justement tous ses plus proches conseillers que sont John Bolton, donc son conseiller de la sécurité nationale, et Mike Pompeo, son secrétaire d'État, qui sont des faucons très anti-iraniens, et qui sont, je dirais, plus déterminés et moins surprenants dans leurs actions. Alors il est vrai que il a été avéré que John Bolton a demandé notamment en septembre dernier au ministère, au secrétariat américain à la défense, de préparer, pourquoi pas, des plans pour des frappes en Iran, après que les forces, notamment l'ambassade américaine en Irak, avait été la cible de missiles peut-être tirés par des milices chiites, donc qui sont liées à l'Iran. Maintenant, honnêtement, les frappes, pour revenir d'un point de vue, pour prendre un peu de recul, les frappes, moi je pense que ça serait un scénario catastrophe, parce qu'en cas de frappe américaine directement vers l'Iran, on pourrait s'attendre à un engrenage impliquant donc Israël, mais également d'autres pays alliés des Américains comme l'Arabie Saoudite. Moi, je doute personnellement, à moins d'un acte fou de la part de l'un ou de l'autre des partis, d'escalade de ce type qui mènerait tout droit vers une guerre. Maintenant, on voit que les Américains essayent de mettre sous pression le régime iranien
via les sanctions. Et là-dessus, si on peut justement accuser Donald Trump d'inconstance par rapport à certains thèmes, comme par exemple le retrait américain de Syrie, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi les Américains d'un côté, pourquoi est-ce qu'ils se retirent de Syrie alors que leur but serait justement de détouffer, de mettre la pression sur les Iraniens en se retirant de Syrie. Au contraire, ils ouvrent une sorte de boulevard à l'Iran et à ses forces alliées en Syrie. Mais de l'autre, sur le plan économique, force est de constater que toute l'incertitude justement liée à la sortie américaine de l'accord sur le nucléaire iranien, puis cette sortie effective au mois de mai dernier, a créé une grande crise économique, en tout cas a aggravé la crise économique en Iran, et derrière il y a eu une dépréciation de la monnaie extrêmement importante. Donc là-dessus, je pense que les Américains tablent davantage sur une pression économique, financière et diplomatique pour faire plier, en tout cas pour faire pression sur le régime iranien, et derrière d'obtenir d'une part un changement de comportement dans la région, donc la fin de ce qu'ils appellent eux les ingérences iraniennes, et de l'autre peut-être un accord plus important que celui sur le nucléaire. C'est ce que souhaite notamment Donald Trump, un accord impliquant le nucléaire, mais également les activités balistiques de l'Iran, mais aussi son soutien à certains mouvements dans la région. Donc moi personnellement, ça fait les frappes américaines, ça fait des années, de l'époque de George W. Bush jusqu'à aujourd'hui qu'on en parle. Rien n'est avec carton, on ne sait jamais ce qui peut arriver, notamment quand on a Trump à la présidence, mais j'ai quand même le sentiment que ça n'arrivera pas, et que si cela devait arriver, là, ça nous conduirait tout droit vers un conflit de grande ampleur au Moyen-Orient. Voilà. Écoutez, vous suivez un petit peu l'actualité française, vous le savez comment ça se passe. Il y a un certain nombre de mouvements sur le plan national français, mais aussi à l'échelle internationale. Et je tiens à préciser à notre auditoire que la semaine prochaine, nous consacrerons notre émission pourquoi la France est attaquée sur le plan international, mais aussi elle est secouée quelque part sur le plan national. Et parmi les pays qui ont récemment envers la France, c'est l'Iran. Donc, selon vous, c'est quoi la raison, d'après vous, sur le plan iranien? Qu'est-ce qui se passe réellement? La raison du courroux iranien, c'est clairement les propos de la France concernant tout le programme de missiles balistiques iranien, qui dérange profondément la France, et notamment les alliés de la France Moyen-Orient, entre lesquels figurent l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'État d'Israël. La France a menacé l'Iran d'ailleurs dans le cadre y compris dans un cadre européen plus multilatéral, de nouvelles sanctions, ce qui a fortement déplu à Téhéran. Maintenant, j'ai quand même le sentiment là-dessus que il faut pas oublier que les alliés principaux de la France au Moyen-Orient, ce sont ceux que j'ai cités, ce n'est pas l'Iran. La France, il faut distinguer quand même plusieurs dossiers. La France sur le nucléaire, effectivement, tend toujours la main à l'Iran, parce qu'elle souhaiterait préserver cet accord. D'ailleurs, là-dessus, il y a quand même la France a œuvré en compagnie d'autres pays, comme le Royaume-Uni et l'Allemagne, à l'établissement d'un véhicule spécial, donc pour permettre de continuer à commercer un système pseudo-bancaire qui permettrait justement de continuer à commercer avec la République islamique via un système de troc. Et cet organe serait ce système basé à Paris. Donc on sent d'un côté une volonté française de conserver l'accord. Pourquoi? Et simplement parce que s'il n'y a pas d'accord sur le nucléaire, si jamais l'Iran venait à se retirer de l'accord sur le nucléaire, derrière, elle pourrait reprendre son programme nucléaire, et derrière, qui pourrait un jour amener à la bombe atomique. Donc là-dessus, la France ne voit pas d'autre alternative. C'est dans le cadre de la non-prolifération nucléaire qu'elle se tient sur cette position qui est, donc, on pourrait qualifier de pro-iranienne, ou en tout cas pro-accord sur le nucléaire. Mais de l'autre côté, il y a quand même entre la France et l'Iran de nombreux contentieux, et ceci depuis des années. Il faut savoir qu'il y a ce fameux programme balistique iranien. Alors, ce qui est très intéressant avec ce programme balistique, c'est que l'Iran affirme que c'est sa seule façon de se défendre, parce que quand on prend une carte et qu'on regarde l'Iran, on voit que l'Iran est entouré de bases américaines qui sont dans des pays alliés des États-Unis au Moyen-Orient et qui entourent l'Iran. Donc elle se dit que si ce programme balistique dont les missiles peuvent viser jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres, et donc l'État par exemple d'Israël ou l'Arabie Saoudite, c'est pour l'Iran et les mollahs une sorte d'assurance vie. Mais au contraire,
les pays de la région, alliés de la France, ne le voient pas de cette oreille parce que pour eux, justement, quand ils voient justement les tests de missiles iraniens, il y en a un nouveau qui a été effectué hier, ils s'inquiètent justement d'être visés en cas d'escalade militaire entre, par exemple, les États-Unis et l'Iran. Donc voilà la raison pour laquelle ces pays sont inquiets, que la France, d'une certaine manière, est également inquiète donc du sort de ces pays alliés et hausse le ton vis-à-vis de l'Iran. Maintenant, il est intéressant de noter, comme le soulignent les Iraniens, en tout cas le pouvoir iranien, que d'un côté il y a ce programme balistique iranien, mais quand on compare les chiffres en termes de vente d'armes, le budget de l'Iran est bien inférieur à celui de pays alliés de la France comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite ou même le Qatar, qui achètent d'ailleurs au passage des équipements avant tout américains, mais aussi français. Donc voilà, il y a deux positions qui sont différentes. Maintenant, je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt. Alors, il y a des critiques bien sûr vis-à-vis de la position de la France de la part de l'Iran qui aimerait qu'elle soit plus entre guillemets équilibrée. Maintenant, la réalité aussi veut que voilà, la France a des alliés au Moyen-Orient qui sont pour l'instant davantage ces pays arabes que je vous ai cités ainsi qu'Israël, et elle doit un peu jouer un rôle d'équilibrisme entre garder l'accord sur le nucléaire iranien, bien que l'Iran ne soit pas son allié principal, et de l'autre conserver ses bonnes relations avec les alliés que j'ai cités. Maintenant, moi je ne vois pas sur le court terme d'escalade très importante, justement, en tout cas de tension entre la France et l'Iran, tout bonnement parce que l'Iran n'a pas intérêt, l'Iran bien entendu, esselé justement parce qu'il s'est passé le retrait américain de l'accord, donc je ne vois pas autre chose que des mots. Monsieur Armin Arifi, donc l'auteur d'un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique, si je ne me trompe pas, édition Plomb. Parution prévue pour le 7 février. J'invite notre auditoire à se procurer ce beau ouvrage parce que ça donnera aussi une idée différente par rapport aux idées reçues jusqu'à maintenant et de savoir comme quoi la société iranienne bouge et bouge dans le bon sens. Je vous dis merci infiniment de cet éclairage fort intéressant, soit sur le plan social mais aussi sur le plan géopolitique. Donc, et sachez-le que vous êtes la bienvenue comme vous le souhaitez au sein de cette émission. Et je vous dis à très bientôt, monsieur Armin. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir, monsieur, au revoir. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.